Qui est seul, Lukaku qui donne, De Bruyne récupère, il y a de nouveau un mur blanc, De Bruyne frappe, c'est goal! Chaque lundi de 20 à 22h, on s'en fout sur Air Live. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue sur Air Live. On est ensemble jusqu'à 22h pour On s'en fout. On va évidemment parler de la débâcle des Diables. 5 buts à 2 hier en Suisse. Et oui, Nathan, ça fait très mal. Nathan est de retour, c'est son comeback. Salut Nathan. Ça fait un petit temps. Ah oui, content de retour, j'espère. Très content, ça fait vraiment plaisir de revenir. Ouais. Tu as fait exprès de venir quand les Diables perdaient. Voilà, parce qu'il faut quand même en parler. Chloé est évidemment avec nous. Salut Chloé. Salut. Tout va bien? Oui, très bien. Enfin, très bien. Tu t'es remise un petit peu ou pas? Non, pas encore. Pas du tout, non. Et l'autre, Nathan, elle a aussi. Salut. Salut à Très tous. bien. Ça va, super. Bien dormi quand même ou? Comme tout le monde, hein. Non. Bon, il y en a un qui, lui... Bon, ça a été hein, hier soir. Oscar, salut Oscar. Salut à tous, mais toujours pas remis non, du 0-2. Cette qualification qui se joue ce soir. Et oui, parce que la France doit espérer une victoire de l'Allemagne à domicile contre les Pays-Bas. Sinon, c'est les Pays-Bas qui iront dans le Final Four et pas la France. Tu as regardé le match de la Belgique? J'ai regardé le match, j'avais des TP à rendre aussi, donc c'était compliqué. Mais un très beau match, ouais. J'étais bien surpris par cette équipe de tant que supporter Suisse. neutre, c'était sympa. C'est ça, exactement. C'était très plaisant. Ouais, en tant que Belge, bon, c'était un peu plus difficile. C'était plus dur. Nathan, ton image? Mon image, moi, c'est l'Allemagne, justement, comme on vient d'en parler, qu'on voit que pour le moment, ils sont vraiment en crise parce qu'ils vont redescendre en Ligue B dans la Nations League, alors que l'Allemagne nous habitue toujours à. Enfin, c'est toujours une des meilleures équipes en équipe nationale, et là, vraiment, ils sont. En ce moment, ils sont vraiment en crise et ça le prouve vraiment, quoi. Voilà. Chloé? Alors, vu qu'il y avait les matchs internationaux cette semaine, on va pas dévier de ce sujet. Moi, c'est plus un fait hier soir pendant le match. C'est plus donc voilà le changement que Roberto Martinez a effectué à la 90e minute. Et donc, il a remplacé Thomas Meunier par Divock Origi, qui est quand même un joueur qui n'a plus joué en club depuis un certain temps. Et surtout, pourquoi un changement à la 90e minute? Parce que le score c'était 5-2 pour les Suisses et pas la Belgique, quoi. Donc j'ai vraiment pas compris et c'était assez flashant comme image. On en parlera tantôt, mais c'est vrai que des changements auraient pu être amenés beaucoup plus tôt. Oscar, ton image? Mon image du week-end, c'était la 120e et dernière sélection de Wayne Rooney, donc le meilleur buteur de sa sélection, qui a été ovationné et à qui on a rendu hommage. Il est rentré à la 58e avec le 10 derrière le dos et le brassard de capitaine. Donc je trouve que c'est un bel hommage à lui apporter, lui qui a jamais rien gagné avec une sélection dorée et qui a toujours mouillé le maillot comme il pouvait. Donc voilà. C'était assez marquant. Un petit peu comme Timmy Simons chez nous, peut-être. Enfin, je sais pas si Nathan est d'accord avec moi cette comparaison. Tout à fait, bien Tout à fait, bien. Nathan, sinon, ton image? Alors, mon image, c'était celle de la victoire des Pays-Bas, donc contre la France, avant d'avoir un peu de nouveau le seum hier. Pour le coup, là, contrairement à l'Allemagne, c'est des Pays-Bas qui étaient absents du mondial et qui reviennent absents de l'Euro aussi. De l'Euro aussi, et qui reviennent un peu, en tout cas avec cette victoire contre la France, champion du monde. Oui, et moi j'avais une image plus ou moins similaire, sauf que je veux quand même remarquer les commentateurs d'Eleven qui m'ont fait plaisir, je dois l'admettre, je rentre chez moi, et m'ont bien fait rire. Je vais vous passer un petit extrait. Pour le contexte, les Pays-Bas 1-0, il reste 2 minutes de jeu, penalty pour les Pays-Bas, Memphis Depay s'élance. Memphis face à Lloris. Oh là là. Moi aussi, je vais aller jouer au loto. Ouais, je pense qu'on va y aller ensemble demain matin. Allez, très bien. Mais 2-0 pour cette équipe des Pays-Bas. Et oui, les Pays-Bas qui se sont imposés 2-0 avec une palenka donc de Memphis Depay qui s'est un petit peu foutu de leur gueule, on peut le dire. J'ai eu la même réaction, on a tous rigolé, il a bien fait de la faire. Ouais, parce que juste avant, une minute avant, il faut savoir qu'il s'est mis debout sur le ballon à la Anthony Van Den Boer, un geste beau qui ne va pas ravir peut-être ses entraîneurs. Je ne sais pas si Bruno Genesio sera très content, mais en tout cas, les Pays-Bas ont gagné à la surprise quand même générale face aux Français, et donc ce soir peuvent se qualifier pour le Final Four si jamais ils prennent un point en Allemagne. On se retrouve dans 2 minutes. On parlera évidemment de la Ligue des Nations et du match justement Allemagne-Pays-Bas avec Oscar. A tout de suite. Retrouvez On s'en fout tous les lundis de 20h à 22h sur Air Live. Et
Et on va parler de la Ligue des Nations avec Oscar. Et oui, à commencer par la Liga où les principales nations se disputaient ce week-end les 4 places du Final Four. Donc 3 places sont déjà pourvues et c'est le groupe 1, celui des champions du monde, qui attend encore son dénouement ce soir avec Allemagne-Pays-Bas. En effet, la France, qui était la mieux partie pour finir première avec 7 points, affrontait vendredi les Pays-Bas, deuxième avec 3 points. Après un début de match poussif des Bleus et une seule occasion, ce sont les Pays-Bas qui se sont mis le plus en évidence et qui ont fini par ouvrir le score via Wijnaldum juste avant la pause. Donc en accélérant le rythme de la rencontre, on a vu l'EDF complètement dépassé par les Bataves survoltés et se créant un très grand nombre d'occasions, ce qui a permis à Lloris d'effectuer 9 arrêts au total, un record depuis 10 ans. Donc un score plus large n'aurait surpris personne, mais le capitaine des Bleus a tenu comme il pouvait avant de rompre en fin de match sur un penalty de Depay. Une Panenka osée mais méritée. Et avec cette victoire, 2-0, les Néerlandais n'ont besoin que d'un nul ce soir face aux Allemands pour se qualifier. Allemands qui auront à cœur de prendre leur revanche après la débâcle 3-0 du match aller et d'imposer leur suprématie sur la rivalité germano-batave. Donc dans le groupe 2, ce sont les Suisses qui se sont qualifiés in extremis hier soir après leur victoire 5-2 face aux Belges. Ces derniers étaient pourtant en très bonne posture, vainqueurs de l'Islande 2-0 jeudi grâce à un doublé de Batshuayi. Ils pointaient en tête avec 9 points et n'avaient besoin que d'un nul pour finir premier. Mais les Suisses, qui étaient menés 0-2 après seulement 17 minutes et un doublé de Torgen Hazard, se sont métamorphosés. Un penalty de Seferovic a sonné la révolte et c'est sur le score de 3-2 qu'ils sont rentrés au vestiaire. Encore insuffisant pour passer devant les Diables, mais ces derniers, méconnaissables et à la rue défensivement, ont fini par craquer et s'incliner 5-2 avec un triplé de Seferovic. Il ne faut pas non plus oublier la belle performance de Lanati, qui a joué juste et simple tout au long de ce match, en s'engouffrant dans tous les espaces laissés et avec un chef d'orchestre, comme toujours brillant en équipe nationale, Shaqiri. Donc la Suisse, qui rejoint donc le Portugal, pays hôte du Final Four en juin, est déjà qualifiée alors qu'il leur reste un match à jouer demain face à la Pologne. Dans ce groupe 3 complété par l'Italie, les champions d'Europe en titre ont assuré leur rang grâce à un nul obtenu samedi face à la Squadra Azzurra, équipe dominatrice sur ce match mais muette. Vainqueurs à l'aller 1-0, les Portugais, toujours sans Ronaldo, n'avaient besoin que d'un nul. Et les Italiens, en pleine reconstruction depuis le fiasco de la Coupe du Monde, ont proposé un jeu alléchant avec 2 magiciens au milieu qui sont Jorginho et Verratti. Ce dernier ayant livré sûrement sa prestation la plus aboutie en équipe nationale. Donc avec ce 0-0, l'Italie se maintient en Ligue A et la Pologne descend quoi qu'il arrive. Les Portugais iront défier la France ou les Pays-Bas, la Suisse et les Anglais en juin. Anglais qui sont allés chercher une qualification amplement méritée hier après-midi à Wembley. Mais bien mal partis dans ce groupe, ils se sont repris avec brio et peuvent aussi remercier l'Espagne qui a pris le chemin inverse. Ces derniers s'étant inclinés jeudi 3-2 en Croatie grâce à un but de Kramaric et un doublé de Jedjav qui répondait au but de Ceballos et Ramos. Ils n'avaient donc plus leur destin entre leurs mains et seul un nul entre les Anglais et les Croates leur permettait de finir premier. Le remake de la demi-finale de la Coupe du Monde a proposé un dénouement attractif puisque l'équipe qui s'inclinait descendait et le gagnant se qualifiait. Et c'est les Anglais qui sont le mieux rentrés dans ce match en se créant une triple occasion au quart d'heure de jeu, mais sans concrétiser avant la pause. Ils se sont fait punir par Kramaric au retour des vestiaires, qui est en grande forme ces derniers temps, et qui après avoir tricoté dans la surface a envoyé le ballon dans la lucarne à la 57e. Mais 20 minutes plus tard, c'est le remplaçant Jesse Lingard qui a relancé ce match en égalisant à bout portant sur un service de Kane, avant que la délivrance ne vienne justement du capitaine anglais, en reprenant un coup franc à 5 minutes de la fin. Avec cette victoire 2-1, les Anglais se permettent de rêver pourquoi pas un premier titre depuis 1960. Dans les autres ligues, comme vous le savez, une équipe monte et une équipe descend dans chaque groupe. Donc dans la Ligue B, l'Ukraine, la Bosnie et le Danemark découvriront la Liga l'année prochaine, à la prochaine édition. La Russie y est presque et n'a besoin que d'un nul pour se qualifier. Pour ce qui est des ligues C et D, je me ferai un plaisir de tout vous expliquer, mais on n'a que 2 heures dans l'émission, donc ce sera compliqué. Et on s'en fout un peu. il faut quand même dire les choses. On se retrouve dans 3 minutes et là, ça va saigner parce qu'on va parler des Diables, évidemment. Tout de suite. On a oublié, on va faire un petit pronostic pour le match de ce soir, Allemagne-Pays-Bas. Nathan? Moi je vois un bon petit 1-1. Un petit 1, tu prends pas beaucoup de risques là. Pas trop, non. Je suis un peu déçu. Je te voyais plus audacieux que ça, donc bon, c'est pas grave. Chloé? 2-1 pour l'Allemagne. Ça, tu vois, j'aime bien. Ça, c'est bien. Nathan? Moi, je vais miser sur les Pays-Bas, 0-2 aussi. Ils vont continuer sur leur lancée. Pas mal, pas mal. Et moi, je dis 1-0 pour l'Allemagne. 1-0 pour l'Allemagne. Et moi, La chatte a des débats à refaire surface, je l'ai dit ce matin, et Bien j'en sûr. suis persuadée. Moi, je dis, allez, 1-2. Et on va parler maintenant des Diables, évidemment. Lukaku,
Il va nous le faire, il va aller au bout, il va faire 0-2. Il va nous le faire, tu vas nous le faire quand même. Oui, oui. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. C'est le moment de chouchouter nos diables. Ou pas. Alors, que dire pour ne pas trop anticiper le débat qui suivra, bien évidemment. C'était le dernier rendez-vous de l'année 2018 pour nos Diables, une année qu'on a célébrée et encensée jusqu'à hier. Quel dommage finalement de terminer sur une note pareille, une vraie désillusion. Alors, tout semblait s'aligner en notre faveur jusqu'à ce jeudi, où les Diables ont affronté l'Islande sous un épais brouillard. Même si les buts ont tardé à arriver, Michy Batshuayi inscrit un doublé et nous permet de pallier l'absence de Romelu Lukaku. Même s'il n'a pas joué très longtemps, je trouvais que c'était important aussi de souligner l'entrée du Brugeois Hans Van Aken, qui s'est finalement créé une superbe occasion qui aurait pu terminer en but. Et la parade de Sommer a finalement profité à Batshuayi lors du deuxième goal face à l'Islande donc. Romelu Lukaku qui finalement a dû déclarer forfait pour ses 2 derniers matchs, pas encore remis d'une blessure aux ischio-jambiers. Lors de la dernière émission, je me réjouissais aussi du retour de De Bruyne en équipe nationale, mais bon, ça c'était avant l'annonce d'une blessure, l'écartant des terrains pour encore un bon mois. Au genou de nouveau, mais de l'autre cette fois-ci. Donc Lukaku, De Bruyne, Vertonghen, Fellaini, c'est des absences qui finalement auront probablement coûté à la lourde défaite d'hier soir, même s'il est évident qu'on ne peut pas remettre tout ça sur leur compte, ça c'est sûr. Alors si la compo face à l'Islande semblait avoir fait ses preuves, quelle ne fut pas la surprise de voir Michy sur le banc face à la Suisse. De nouveau, des choix assez douteux de la part du sélectionneur avec un Chadli notamment sur le terrain qui est en méforme totale avec Monaco. Il a été auteur d'une prestation médiocre, fautif sur 3 des buts inscrits par les Suisses. Oui. Idem pour Tielemans. Je ne sais pas si vous me rejoignez là-dessus, mais... Je crois qu'à mon avis, on sera d'accord. Je vais dire beaucoup de choses sur Tielemans. Et c'est dans ces cas-là qu'un Rajan Nainggolan aurait peut-être apporté cette hargne et cette force mentale qu'on lui connaît. Mais bon, ça, c'est de l'histoire ancienne finalement. Donc, on va pas trop s'attarder là-dessus. Pardon. Une réédition de l'expérience aussi déjà ratée avec Mertens en 9, qui n'aura pas fait ses preuves non plus. Mais hier, c'est surtout la défense qui a pris l'eau. Je pense que faire jouer un droitier à gauche, c'est assez problématique. Et c'est Boyata donc, qui en paye les conséquences. Donc, il y avait vraiment de la fébrilité, pas de marquage, des relances dans l'axe. C'est un Kompany méconnaissable aussi qu'on a vu hier. Kompany qui avait d'ailleurs assuré être fit malgré son absence de l'entraînement la veille. Alors, y aurait-il des passes droits pour Vince de Prince ? Ça, c'est la bonne question. À mon avis, il peut un peu se permettre plus de choses que d'autres. Mais bon, voilà, on n'est pas à l'intérieur, on ne saura jamais. Finalement, il n'y aura que les frères Hazard qui étaient visiblement dans la capacité de pouvoir peut-être changer les choses. Cette fois-ci, plus Torgan qu'Eden. Torgan qui est véritablement un héros malheureux de la soirée d'hier soir, puisqu'il a été auteur d'un doublé. Son compteur, donc, cette saison, s'élève à 12 buts et 6 assists en 19 matchs, toutes compétitions confondues. C'est assez impressionnant. Enfin, on espère aussi que Courtois ne prendra plus 2 quintuplés en l'espace de 3 semaines, car s'il pouvait rien faire sur les buts encaissés, il n'a pas non plus été déterminant. Donc voilà, c'est tout pour moi, mais évidemment le chapitre des Diables est loin d'être terminé. Très très loin même. Bon, premier tour de table, comment vous avez vécu ce truc ? Bon, Oscar, on finira par toi, je suis désolé. Mais voilà, parce qu'il se passe 2-0, après 20 minutes, les Diables sont tranquilles, et après, il se passe plus rien de bon en tout cas. Attends. Ouais, moi j'étais chez les gens, donc j'ai allumé la télé, je vois 2-0, je me dis bah tranquille, on va gagner, on va se qualifier. Et puis hop, penalty, ils en remettent un, et puis plus personne au marquage à la défense. Dès qu'ils font des passes, les Suisses, dès qu'il y en a un qui attaque, il a 2 mètres autour de lui où il n'y a aucun joueur belge, il n'y a personne qui va au pressing, personne au marquage, et il passe dans la défense, mais comme s'il n'y avait personne quoi. Le 3e but de Seferovic, je crois il y a 7 Belges dans la surface. 7 contre 3. Ils sont 3, et ils arrivent il lui fait une passe, et il a tout l'espace, il tire, il n'y a personne au pressing, personne au marquage, et j'ai pas compris. J'en reviens toujours pas, je comprends pas. On mène 2-0 contre la Suisse. On a une équipe quand même sur papier, on est quand même au-dessus des Suisses, donc on devrait être quand même. On peut pas s'en prendre 5 comme ça, quoi. Non, 5. C'est pas normal. Et voilà. Chloé ? Moi, évidemment, le seum est présent, je vais pas m'en cacher. Mais bon, après, il y a aucune excuse. C'est assez inexplicable ce qui s'est passé hier, mais comme je l'ai dit, les Belges n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes et les Suisses ont fait un super match et bravo à eux. Que dire ? Je l'ai vécu très, très mal, mais en même temps,
C'est pas la première fois que je vois ce genre d'attitude chez les Belges. Il y a eu contre le Japon en Coupe du Monde, on a vu qu'il y avait beaucoup, comme si le match était déjà joué d'avance. Ils s'en prennent 2 et puis ils arrivent à réagir parce qu'ils ont les cadres qui sont là, puis ils sont en Coupe du Monde. Il y a eu l'élimination en Coupe d'Europe contre le Pays de Galles. C'était pareil, une équipe méconnaissable et des erreurs défensives comme on en voit peu. Mais ici, c'est vraiment un manque d'envie total chez les joueurs dans le milieu de terrain. Pourtant, des joueurs à qui on donne une chance de jouer, mais après voilà, c'est des joueurs qui jouent plus non plus énormément dans leur club. On peut parler de Kompany notamment, Tielemans qui avec Monaco est dans le fond du classement de Ligue 1, etc. Pas de Romelu Lukaku qui sauve souvent les diables et qui marque quasiment à chaque fois aussi. Eden qui n'était pas non plus transcendant sur le match, même si Torgan était là. Tout ça fait que voilà. Mais c'est quand même inadmissible de s'en prendre autant. Il y a un truc qui m'a marqué, je sais pas si Oscar va être d'accord avec moi, c'est que une fois qu'il y a eu le 2-2, il n'y a eu aucune réaction et ça m'a fait penser un peu à l'équipe de France qui, contre les Pays-Bas, était dominée, mais jamais on a senti un sentiment de révolte. Je sais pas si toi t'es d'accord. C'est-à-dire que je suis bien d'accord parce qu'il y a surtout que l'équipe d'en face empêchait aux Français et donc aux Belges d'avoir la solution. Là, le pressing tout terrain de la Suisse, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un porteur, c'est toute l'équipe qui pressait. Là où justement les Belges qui pressaient, c'était un par un et donc il n'y avait pas de mouvement collectif. Et je suis bien d'accord avec Nathan, c'est un manque d'envie criant. C'est-à-dire que moi, ça se voyait des joueurs qui étaient pas, je sais pas, qui n'en voulaient pas plus qu'autre chose, alors que je pensais que justement un des objectifs principaux de la Belgique, c'était cette compétition après l'élimination en Couillon. Donc non, j'étais très surpris, après agréablement surpris pour moi de voir un match pareil, parce que la Suisse, elle a montré aussi qu'elle s'est jouée offensivement, elle en a mis 6 à l'Islande. L'Islande, bon, on peut croire que c'est une petite nation, mais depuis quelques années c'est une bonne équipe. Donc il y a un Shaqiri qu'il faut, bon voilà, il subit 2-3 fautes, mais pas assez. C'est-à-dire qu'on lui laisse le champ libre, il fait ce qu'il veut. Donc c'était la France de son côté, c'est surtout aussi des joueurs qui se reposent sur leur laurier et la Belgique avait quelque chose à rattraper, là où la France, justement, ils sont sur le côté on a gagné, ils en donnent moins. Donc et ça fait d'autant plus mal. Et ça fait encore plus mal. La France avait un peu moins à gagner. Ça fait peut-être du bien aussi parce que le coach il reprend toujours les mêmes joueurs vu que c'est la Coupe. Bon, on est toujours dans la même année donc c'est compréhensible. J'espère que ça c'est un autre débat, on en parlera plus tard. Mais c'est bien ça le problème, c'est que la Belgique n'a aucun palmarès sur lequel se reposer, contrairement aux Français. La Belgique avait beaucoup plus à gagner dans cette Ligue des Nations que la Française. C'est pas grave s'ils perdent. Le véritable problème, c'est que les joueurs n'ont pas appris de leurs erreurs, tout simplement. Il s'est passé exactement la même chose contre le Pays de Galles. Il n'y a pas eu de réaction non plus. Et après, on va me dire oui. Mais là, ils en ont pris 5. Ah oui, là aussi. Oui, évidemment. Là, c'est encore plus conséquent, j'ai l'impression. Je sais pas si vous savez quand c'est arrivé la dernière fois. 2009, contre l'Espagne. Ouais, en 2009. C'était la petite Belgique, l'Espagne, c'était la plus grande équipe de l'histoire, machin. Donc, on a pris 5. Et le meilleur joueur, c'était Jean-François Gillet, je me souviens très bien. On aurait pu en prendre 7 ou 8 facilement s'il n'avait pas fait un bon match. Et c'est très sérieux. Mais là, ils en ont pris 5. Et comme Nathan a dit tantôt, le troisième, ils sont 3 contre 7. Il y a Witsel qui sert de back gauche parce qu'il est en conversion. Et personne ne se dit, tiens, je vais aller presser un peu Shaqiri. Non, on va laisser le back droit venir, machin. On laisse, je pense, Seferovic tout seul, comme ça. C'est quoi ce truc? Non, il est tranquille, le dernier, il y a aussi 6 diables dans la surface. Il y a Seferovic tout seul et il a la balle. Mais c'est pas fin, je comprends pas. Ouais. Mentalement, c'était ça le problème. Hein. Ils se sont dit, c'est fait, c'est bon, impact. On a gagné. Et puis voilà, il y a tout qui a lâché. Et voilà, résultat. Effectivement, on aurait pu s'en prendre bien, même plus que 5. Vraiment, et des erreurs, mais des bêtes erreurs, des contrôles à 5 mètres dans le milieu de terrain qui redonnent la balle à l'adversaire, ou les remontées de balles d'Alderweireld, t'as du 2 à l'heure alors que la Belgique était menée au score. Bon. Comme s'ils n'avaient pas envie, s'ils avaient envie d'être en vacances en juin. Mais quel choix Martinez a mal fait au préalable? Parce qu'il fallait pas, je sais pas, Kabasile, central gauche, je comprends pas en fait Boyata. Peut-être le système aussi tout simplement. Enfin, moi d'un œil extérieur, je trouve que l'équipe joue bien depuis la Coupe du Monde et même très bien en 3-4-3. Mais à chaque fois il y a des problèmes défensifs. Donc cette défense à 3 quand il y a ni Vertonghen et ni les joueurs qui manquent, ni Fellaini au milieu qui va boucher des trous. Donc peut-être que passer à 4. Kabasile fait un début de saison intéressant. Pour au moins t'avoir un gaucher.
Parce que Boyata a été très bon à la Coupe du Monde, ça a quand même surpris tout le monde, mais il est droitier. Là, on le met au casse-pipe, il compte Shaqiri. Enfin, s'il y a bien un joueur contre qui il ne faut pas mettre Shaqiri, c'est Boyata. Enfin, c'est un droitier, il va pas s'en sortir, c'est sûr. Et puis avec Chadli. Oui, Chadli. Pas folichon non plus, quoi. Mais Chadli, c'est vraiment ce match-ci parce que je pense qu'il était meilleur que Carrasco les derniers matchs, je trouve. Il méritait sa place, mais c'est vraiment hier, il était à la rue, il était vraiment 3 goals, c'est pour sa pomme, quoi. Ses performances avec Monaco jouent aussi. Pour moi, ça joue fortement quand vous avez 2 joueurs, Tielemans et Chadli, à des postes aussi importants qui jouent de cette façon-là. Non mais franchement, Tielemans, c'est plus possible. Je suis désolé, mais hier, en plus, je sais pas si vous avez vu, l'Union belge, ils font à chaque fois leur sondage, l'homme du match, et dans les 4 choix, ils ont mis Tielemans. C'est vrai. Je sais pas si quelqu'un peut m'expliquer comment ils ont fait. Pour moi, c'est presque le plus mauvais. Il a rien fait. Il a fait quoi, Tielemans? Sur ce match, je suis d'accord donc qu'il est en dessous, mais avec Monaco, c'est-à-dire Monaco, ils sont 19e et ils sont dans une spirale négative. Je pense, hein. Ils sont dernier ex-aequo, dont 19e, avec le même nombre de points. Mais Tielemans, c'est à chaque match de Monaco, c'est celui qui sort du lot, c'est le joueur qui apporte de la créativité, qui apporte du beau jeu, des décalages, même si à chaque fois il s'éteint avec toute l'équipe quand ils en prennent un, puis deux, puis trois. Mais c'est peut-être pour ça qu'il revient. Après, c'est vrai que sur le match d'hier, il était comme toute l'équipe en dessous. À partir du moment où il n'y a ni De Bruyne, ni Fellaini, ni Dembélé, tu étais obligé de mettre Tielemans. Donc je ne conteste pas. Mais tu voyais à la fin du match, quand c'est 4-2 et qu'il faut presser, on avait l'impression qu'il avait la balle. Et on voyait qu'il n'était pas en confiance. Il faisait que des petites passes latérales comme ça. Genre, je donne la balle, je donne la balle, et moi je fais rien parce que je sais que je ne sais pas le faire aujourd'hui. C'était assez effarant de voir Tielemans qui. Aucune transversale, aucune tentative de créativité, alors que. Après, vous lui demandez un rôle de leader alors qu'il a quoi, 23 ans, 24. C'est vrai que ça c'est dur aussi, il est encore fort jeune. Mais non, mais je lui demande pas de porter l'équipe à lui tout seul. C'est ça qu'on voit un grand joueur aussi, c'est qu'il se développe tôt. À la Coupe du Monde, personne lui a demandé, il a été très bon. Ouais. Contre l'Angleterre, au match pour la 3ème place, il a été titulaire, ça a surpris beaucoup de monde, et il a été excellent. Donc personne lui demande d'être capitaine de cette équipe et de la tirer tout seul. Pour le coup, moi j'ai quand même eu l'impression qu'il y a eu aucun joueur n'a réussi à justement porter l'équipe. Il n'y avait pas de capitaine dans cette équipe-là. Même Vincent Kompany, donc qui a plus le brassard, mais il était pas là pour réveiller les autres gars. Eden non plus. Mais on sait bien qu'Eden, il va pas faire ça sur le terrain. Il va pas aller dire allez les gars, réveillez-vous, etc. C'est plus Kompany comme tu dis. Mais là pour le coup, vraiment même personne n'a. Un gars comme Axel Witsel ou des gens comme ça. C'est aussi à la rue. Mais le problème dans un match comme ça, à partir du moment où tout le monde est à la rue, on peut mettre Torgan Hazard de côté, mais bon, ça sert à rien. Après, comment quelqu'un qui est en dessous de tout peut remotiver tout le monde? C'est difficile aussi. C'est comme dans un vestiaire, un patron qui joue pas. Comme à l'époque Thiago Motta à la fin au PSG. Ok, je veux bien, c'est le patron du vestiaire, mais il joue pas. Donc c'est difficile de se faire entendre. Là, Kompany, il peut gueuler comme il veut. Il était en dessous de tout, jamais vu ça. Kompany était tellement mauvais, c'est pas possible. Donc comment vous voulez que les gens après disent ah oui c'est vrai, Vincent a raison. Ah mais non mais le 3e but c'est pour sa pause, mais le 4e aussi. Non, c'est pas possible. Mais il y a aussi le discours du coach à la mi-temps, à mon avis, qui doit être déterminant. Et j'ai l'impression que Martinez n'est pas le genre à les secouer, quoi. Parce que j'ai vu après le match donc une interview de Thomas Meunier qui finalement était le seul à dire clairement les choses, comme quoi c'était une faute professionnelle. Oui, comme toujours. Qu'ils avaient aucune excuse et que les autres ils se cachent un peu derrière. Ouais, ça arrive, on apprend, jour sans. Bon d'accord, le foot c'est pas une affaire d'état non plus, mais bon voilà, c'est leur métier aussi et on attend quand même un minimum d'eux, surtout voilà vu leur qualité. Et Thomas Meunier disait que oui, à la mi-temps il s'était dit oh, c'est pas grave, ouais, à 3-2 c'est pas catastrophique. On perd 3-2, on est toujours qualifié. C'est pas ce genre de réaction qu'il faut avoir à la mi-temps. Et je crois que c'est pour gagner un match. C'est pour ça qu'ils se sont fait éliminer, clairement. Et surtout quand tu viens de 2-0 à 3-2, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas. Tu peux pas te dire ouais c'est pas catastrophique. Tu t'es pris 3 goals en 20 minutes, c'est catastrophique. Est-ce que vous trouvez que cette équipe, je sais pas, ce qu'Oscar en pense d'un point de vue plus extérieur, est un peu trop arrogante, se prend un peu de haut. Je me souviens de Meunier, je sais plus c'était contre quelle équipe, qui avait il y a quelques années, nous on est les Galactiques, on peut pas perdre contre les Pays de Galles, je sais pas, je pense. Il avait dit ça, je me suis dit, la Belgique n'a jamais rien gagné, pourquoi ils parlent? Et là, avant le match, c'était Hazard qui dit c'est vrai, on a un groupe un peu plus facile, on a de la chance, ou on a bien une meilleure équipe que la Suisse, ce qui est vrai. Mais si tu pars de ce postulat-là, tu peux pas gagner les matchs. Non, je suis bien d'accord. Vrai, c'est que les Belges sont sûrement une des meilleures équipes de leur histoire. Après, je suis pas un expert de l'histoire du foot belge. C'est la meilleure. Mais il y a que des joueurs qui jouent à City, à United, à Chelsea, à Dortmund,
dans tous les plus grands au PSG, dans tous les plus grands clubs, et donc c'est des joueurs qui sont sûrs de leur force sur 2, peut-être un peu trop sûrs. Même si sur, moi sur les matchs que je vois depuis la Coupe du Monde, c'était 4 victoires. À chaque fois, c'est quand même une équipe qui s'impose facilement et qui domine son match, du début à la fin. Là, je sais pas, c'est un penalty concédé qui sonne tout. S'il n'y a pas ce but du 2-1 aussitôt, je pense qu'ils peuvent venir à 2-1 voire à 2-0 à la pause et gagner ce match normalement. Donc c'est quelque chose qui s'est déclenché dans la tête. Tout est mentalement comme. Non, mais ils sont pas obligés de prendre le 2-2 2 minutes après. Ah oui, non, clairement. S'ils tiennent un quart d'heure à 2-1, c'est un autre match. Comme à l'époque le PSG après Montana, ils prennent un but après 1 minute, bah évidemment après tu te fais dessus. Le penalty est un élément déclencheur, mais il explique pas la suite non, du match. tout, Ça c'est sûr et certain. Mais faut savoir que le penalty, je sais pas vous, mais je trouve ça très 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 léger. Je comprends pas pourquoi il a sifflé direct quoi. Moi, je sais pas. Sur le coup, on a l'image de. Enfin, moi je dis ça vraiment en toute objectivité, de Courtois. Sur le coup, tout le monde pense que c'est Courtois qui fait la faute. Après, au ralenti, c'est clairement Chadli qui tape. On peut pas contester le penalty, il y a faute. Moi, ça me il y a choque le contact. C'est sévère. C'est-à-dire que je pense pas que l'arbitre ait vu le contact de Chadli. Il a plus vu celui de Courtois et a sifflé faute. Il y a l'arbitre de surface qui a peut-être eu son mot à dire. Mais on peut pas contester non plus ce penalty là. Sachant que le premier but, à partir de là, c'est pareil. Le premier but de la Belgique, ça part d'une erreur de la défense suisse. Donc tout va très vite. Ouais, en plus, parce qu'au final, la Belgique n'a pas eu une action construite. Il y a eu un but donné et Hazard qui a fait ça tout seul. Peut-être sur le deuxième but. Il a fait ça tout seul. Oui, il y a eu un mouvement offensif collectif, mais il a fait ça tout seul. On n'aurait pas pu retirer non plus si la Belgique avait gagné 2-0 qu'ils aient gagné de cette façon-là. Oui, bien sûr. La France nous a éliminés parce que l'arbitre a donné une faute qui était pas vraiment faute quoi. Donc, mais ils ont eu des reconversions très rapides aussi contre nous. Ils ont eu des tirs. Hein. À part les 2 buts. Tu sais me dire un tir? Le dernier, il a fait quoi? Il y a eu un tir de Hazard. Après le 4-2, à la fin, sur la latte. Sinon, j'ai aucun souvenir. Quelques frappes d'Hazard. C'est une reprise de volée de Boyata aussi à la fin. Mais quand c'était déjà 5-2, ça servait à rien. Mais rien de fameux quoi. Ça veut quand même tout dire. Le nombre de. Bien sûr. Et on n'a même pas eu la possession. Ah ouais, non, on est dominé dans toutes les stations. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est quand on regarde les matchs en général des Diables Rouges, tous les joueurs décisifs, en général, n'étaient pas là, à part Hazard. Lukaku, De Bruyne, Fellaini, des gars comme ça, c'est des gars qui pèsent à chaque fois, c'est eux les buteurs quasiment tout le temps. Ça joue aussi. Hein. De Bruyne qui est celui qui lance toutes les offensives, celui qui dynamise le jeu, qui change le tempo du jeu, etc. Et défensivement, votre patron, c'est Vertonghen, j'imagine. Ouais, aussi. Lui et Alderweireld en défense. Alderweireld était pas mauvais jusqu'au dernier but. Alors là, j'ai pas compris ce qu'il a fait sur le centre. Là. Mais sinon, avant, c'était le moins mauvais en défense. C'était le moins mauvais des trois, quoi. Ouais. Bon, c'est pas pour ça qu'il a fait un bon match. Non plus. Mais on n'arrête pas de nous le répéter, comme quoi, oui, la Belgique a un bon groupe, etc. Mais la Belgique est plus, on va dire forte logiquement, mais quand elle n'a pas ses titulaires attitrés, il y a 7 mondialistes qui n'étaient pas là. Voilà. Vermaelen, Vertonghen, Lukaku, Carrasco, Carrasco quand même, De Bruyne, Fellaini, Dembélé, ça fait quand même beaucoup. Même Dembélé dans le milieu de terrain. Ouais. Ça change tout. Moi, hier, je l'aurais bien vu. Mettez Dembélé à la place de Tielemans. Pour mettre un peu d'impact, un peu casser le jeu, parce que qu'est-ce qu'ils ont joué facilement, Shaqiri, hop, il passait, il passait tranquille, quoi. Ils avaient tout l'espace, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils jouaient relax. Mais malgré ce que Hazard avait dit en avant-match, je pense qu'il avait dit, Eden, oui, la Belgique n'est pas qu'un groupe de 11, il y a aussi plus. C'est pas parce qu'il y a des anciens titulaires. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire, mais non. Il y a 11 titulaires et 15, 16 joueurs, et après, c'est limité. Boyata est pas mal à droite, mais à gauche, c'est pas possible. C'est pas des mauvais joueurs, mais ils sont pas tout aussi bons que les autres. Et on a vu que sur le banc, il a jamais osé. Pourquoi à la 70e? Moi, j'aurais bien aimé voir Van Aken à la place de Tielemans, par exemple. Il a pas osé parce qu'il considère, à tort ou raison, que Van Aken n'est pas assez bon, mais ça montre les limites quand même du noyau belge. Dès qu'il y a 3-4 absents, il n'y a plus rien. Et surtout Batshuayi sur le banc, j'ai pas compris. Après, il met un doublé face à l'Islande, il est ultra décisif, il a un but toutes les 60 minutes. Moi, en fait, ce que je pense, il me semble avoir compris que il avait des doutes physiquement, parce que Batshuayi
par intermittence Pas beaucoup à Valence. à Valence, alors que Compagnie, même s'il joue quasi jamais, il a l'expérience, on va dire. Bon, il a fait une erreur là-dessus, mais ça c'est un autre débat. Et moi, je suis convaincu que dans sa tête, Lukaku serait fit pour hier, et donc il s'est dit, je vais le faire jouer jeudi, et je mettrai Lukaku dimanche. Et après, il a vu que Lukaku pouvait pas être là, il s'est dit, Batshuayi, ça va être un peu tendu. Sinon, il aurait fait sortir Batshuayi jeudi. D'accord, ouais. Il aurait dit, ok, je vais mettre je vais mettre Mertens, franchement n'importe qui, même Januzaj en faux 9, on s'en fout, pour faire souffler Batshuayi. Moi, je suis convaincu qu'il avait ça en tête. Et après, il s'est dit, Lukaku est blessé, qu'est-ce que je fais ? Dans un match aussi important à enjeu comme ça, c'est pas, il fallait qu'ils mettent Batshuayi coûte que coûte. Moi, je trouve aussi. Ouais. Même si la Belgique gagnait hier, c'était joué et ils avaient plus ils pouvaient mettre n'importe qui, même Compagnie en pointe. Je comprends cet avis, mais après je me dis, la Belgique a marqué 2 buts, donc offensivement, même il y a eu peu de jeu, mais c'est pas Batshuayi qui aurait créé de toute façon le jeu. On a vu qu'on a monté, c'est pas lui qui. Si, il était plus impliqué déjà que Mertens, je trouve. Eden Hazard a toujours besoin d'un attaquant quasiment pivot. C'est comme ça qu'il se crée la majorité de ses occasions et ça ajoute d'avoir un vrai attaquant, ça pèse même sur les défenseurs. Mais c'est pas lui qui aurait empêché qu'on prenne 5 buts quand même. Ça change le cours d'un match quand même. Ça change la physionomie de la rencontre si directement il y a un gars comme Batshuayi qui fait courir de défenseurs. Oui, si par exemple au 3-2 on met le 3-3, ça peut changer totalement la mentalité des joueurs aussi. Il suffit d'un petit but parfois pour tout changer aussi, donc ça aurait pu changer, je pense. Avec des si, on n'aurait fait pas le même. Voilà, exactement. Avec d'ici, on aurait eu moins le seum au mois de juillet. Bon, on va se retrouver dans quelques minutes pour reparler un petit peu de la Ligue des Nations plus posément. On va parler de la France, évidemment. On va parler des Pays-Bas, de l'Allemagne, tout ça. A tout de suite. Et on va parler de l'équipe de France, d'abord avec Oscar. Qu'est-ce que tu as pensé de leur match face aux Pays-Bas ? Mais tout simplement un non-match avec des cadres absents, mais on va pas se cacher derrière. Pogba qui était pas là, Hernandez qui est pour moi un des meilleurs bleus défensivement depuis la Coupe du Monde et j'espère pour le futur. Il manquait, il y avait encore Giroud qui aurait pu être suppléé par un Lacazette s'il avait pu être là. Lacazette était blessé, ouais. Qui était blessé, donc évidemment qu'il va pas mettre Plea titulaire d'entrée. Donc sur l'ensemble du match, c'est une équipe qui est rentrée dans le match avec envie, mais sans plus, en se créant quelques occasions. Il y a eu des bonnes percées d'Mbappé au début, mais c'est pas à lui de faire ça au milieu. Donc clairement une compo Nzonzi Kanté, c'est pas possible parce que on a un Nzonzi qui est très 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 habile techniquement, sûrement un des meilleurs techniquement dans le groupe en termes de passes réussies et appliquer, sauf qu'en match il prend aucun risque, il y a aucun long ballon, il y a aucune transversale, c'est des passes latérales ou en arrière. Kanté, donc il est tout seul à faire ce travail, mais c'est pas là qu'il excelle le plus, même si c'est son rôle à Chelsea maintenant. Et voilà, et surtout faut pas oublier les Pays-Bas qui étaient vraiment impressionnants, je trouve, qui se baladaient, qui étaient chez eux, c'est-à-dire que c'était, même moi j'arrivais à prendre du plaisir de voir les Pays-Bas jouer de cette façon. Il y avait du jeu en triangle, il y avait des accélérations quand il le fallait, il temporisait quand il le fallait, c'est-à-dire que le rythme qui était donné, il était parfait. Depay, grande classe, avec des talonnades pour lancer une action. Enfin, c'était juste beau à voir, même en tant que Français. Donc une victoire vraiment, vraiment méritée des Pays-Bas. 2-0, ça aurait pu être 4-0, ça aurait pas été étonnant. Parce que Lloris, on a sorti le 9. Hein. Exactement. Et puis il faut se dire que y a des matchs comme ça qu'on a gagné, qu'on a dû perdre contre la Croatie. Si ça peut être le même match, on peut être mené 1-0 et pas revenir à 2-1 et ça fait la même chose. Contre la Belgique, ça peut être pareil. Enfin, il y a plein de matchs comme ça où on est dominé et on s'en sort à chaque fois sur un nul. Contre l'Islande, on est mené 2-0, on s'en sort au dernier moment et donc derrière l'équipe se dit c'est bon, on a fait 2-2. Mais à ce moment-là, il n'y a pas besoin de tout changer, de se remettre en question. Voilà, là il y a enfin une vraie pause qui va avoir lieu jusqu'en mars et j'espère que le groupe va être un petit peu renouvelé, même s'il a beaucoup de mérite. Malgré son titre, la France a très peu de marge en fait sur chaque Exactement, équipe. Et cette génération elle croit qu'elle va tout gagner parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont de l'avenir, mais voilà, heureusement il y a Deschamps qui a la tête qui est là pour justement leur remettre la tête sur les épaules et leur rappeler que un titre ne veut rien dire et que s'ils veulent aller chercher un Euro puis une Coupe du Monde, il va falloir se bouger. Mais est-ce que Deschamps n'est pas arrivé à un moment, à la fin de sa logique de groupe, où il dit je prends les 23 de la Coupe du Monde tant qu'ils sont fit, alors que Sidibé, on parlait de Tielemans Santos, Sidibé c'est encore pire, c'est une catastrophe ambulante. Il joue pas, mais il est repris dans le groupe au lieu de prendre pourquoi pas un jeune pour essayer de l'intégrer.
Là, il y a Tolisso et Pogba qui sont pas là. Donc il va mettre Nzonzi qui était à la Coupe du Monde, alors que Ndombele, qui est très bon à Lyon, correspond plus dans le système pour laisser Kanté en 6. Parce qu'à un moment, il se dit pas, il va mettre Sissoko. Mais Sissoko, c'est ce qu'on s'est dit en fait. Mais on s'est dit la même chose avant la Coupe du Monde. Pourquoi il reprend tel ou tel joueur? Alors pourquoi il reprend, mais l'exemple typique c'est Giroud. Mais cette logique-là, on l'a critiqué, on a été champion du monde, donc moi je vais pas la critiquer jusqu'à maintenant. On est toujours en 2018, donc les 3 rassemblements, il a continué à appeler ses joueurs. Derrière en défense, il manque des joueurs, il appelle Zouma, il appelle Sakho. Quand Rami et Umtiti ne sont pas là-dessus, on est évidemment, il le sait, tout le monde le sait qu'il y a des joueurs qui méritent plus leur place, mais là il reste dans sa logique de groupe, de suppléants. Et l'Allemagne mène 1-0, c'est magnifique. Voilà, but de Timo Werner après 9 minutes de jeu. Après 11 minutes de jeu, l'Allemagne mène 1-0, donc la France est virtuellement dans le Final Four. Voilà, donc on remercie Didier pour ses bons choix. Non, mais pour revenir à Sissoko, par exemple, Sissoko, c'est pour moi une des fois où il mérite le plus d'être appelé. Depuis 5 matchs à Tottenham, il est assez monstrueux. Là où à l'Euro, il était appelé. Mais la France perdait, et alors qu'il y a des joueurs plus de ballon, plus offensifs, qui peut amener pourquoi pas du dribble, de la percussion, il fait monter Sissoko. Je critique pas sa place dans le groupe, mais quand t'as des Fekir, Thauvin, des joueurs qui peuvent apporter quelque chose, c'est comme hier, on fait monter personne. Parce qu'il a sa logique de guerrier, de consigne. Là où Thauvin, est-ce que Thauvin va respecter les consignes? Il n'a pas forcément marqué des points quand il avait joué. Et là, il fait rentrer son soldat, c'est le soldat, c'est l'expression de Sissoko. En lui donnant des consignes, ça n'a pas marché. Le but aurait pu venir de lui et on aurait applaudi tout ça. Donc moi, jusqu'à maintenant, je critique pas ces choix-là. Par contre, en mars, s'il y a Zouma, Sakho, Sissoko, parce qu'il va pas jouer éternellement à Tottenham dès que Dembélé va revenir, sont appelés à nouveau. Même Giroud, voilà, il y a plein d'autres attaquants qui sont appelés. Là, il y aura des critiques à faire. Mais voilà, les Pays-Bas ont vraiment bien joué. Moi, surtout, c'est le mérite de cette génération. De Jong qui fait un match mais monstrueux. Il était impressionnant. 110 ballons, 80, plus de 90% de passes réussies. Surtout des décalages faits dans tous les sens, des passes longues, des passes courtes. De Light en défense centrale avec Van Dijk. Enfin, c'est juste aussi une belle équipe. De Ligt. On va travailler ton néerlandais tout au long de l'année. Après, c'était quoi? Dries Bertens. Il n'a pas raté ce grand moment. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Bon, la Ligue des Nations est plus ou moins finie, cette phase de poule en tout cas. Est-ce qu'elle a montré son intérêt? Est-ce que vraiment c'est au revoir où on se dit bon, les matchs amicaux finalement c'était pas si mal? Bon, moi j'ai vraiment bien aimé. Vraiment, si on a été aussi mal par rapport à la défaite d'hier, c'est qu'on était quand même dedans. Bon après, en tant que Belge, on n'a pas de trophée, donc je pense que ça joue aussi. Mais et puis on était sur une bonne lancée dans la Coupe du Monde, donc on voulait essayer de vraiment concrétiser ça. Donc je pense, moi je trouve que c'est vraiment chouette, c'est intéressant. Et ça met beaucoup plus ça fait déjà des plus gros matchs et ça donne plus envie de regarder les matchs que quand on a un bet amical qui est parfois beaucoup moins intéressant. Très clairement, le trophée n'a pas la même aura qu'un Euro ou une Coupe du Monde, ça c'est sûr. Mais des matchs en jeu, il n'y a rien à faire, ça attire nettement plus le public. Et voilà, comme Nathan vient de le dire, si on était si mal hier et aujourd'hui encore, c'était que voilà, on y tenait et on voulait quand même y aller, quoi. Donc, voilà. Mais est-ce que l'absence de matchs amicaux justement n'est pas un problème à cause de, par exemple, on peut pas faire de tests? Ouais, peut-être. Hein, ça c'est vrai, c'est peut-être il y a certains matchs voilà, qui peuvent. Il n'y a pas une absence totale non plus, c'est-à-dire qu'il y a toujours au moins un match amical. Oui, le match amical. Il y a un match amical. Oui, après, les joueurs prennent justement, ils mettent plus d'impact dans ces matchs, c'est-à-dire même un match amical de base, c'est vrai que tu joues pour ton équipe nationale, tu joues pour ta place pour certains, mais il y en a aussi qui sont souvent des cadres et qui vont dire bon voilà, c'est un match amical, j'ai ma saison en club, faut pas que je me blesse, donc je vais jouer plus tranquille. Là, cette compétition-là, ils l'ont prise pour beaucoup d'équipes à cœur. Quand on voit les Anglais, leur réaction, évidemment qui voulaient aller au bout. Les Français, c'était l'objectif principal, c'était de finir premier. On est bien parti. Et pour le reste, non mais même pour les petites équipes, c'est qu'elles ont, par exemple ces équipes-là, même si nous on porte moins d'intérêt, elles ont tout le temps que des matchs amicaux et elles prennent à chaque fois des 7-0, des 8-0 sur les seuls matchs officiels parce qu'ils sont en qualification de telle ou telle compétition. Ouais, parce qu'il y a une équipe de la Ligue D, donc j'ai vu les premiers, c'est Biélorussie, Géorgie, Kosovo et je sais plus, Macédoine, ouais, voilà, une des 4 qui sera à l'Euro. Ça, je trouve ça pas mal pour cet aspect-là. Je préfère ça que clairement c'est là on va pour prendre les petites nations aussi. Voilà. Je préfère ça qu'on va prendre, allez, on va faire un euro à 50 pour que tout le monde joue. Le mondial à 48. Quelle connerie, enfin bon. Vous avez vu, il y a l'Espagne qui va poser sa candidature avec le Portugal et le Maroc pour la Coupe du Monde 2030. Parce que le Maroc a perdu pour 2026, vu que c'est aux États-Unis.
et ils vont candidater pour 2030 avec Mexique. Et il y a aussi Mexique, Canada, États-Unis. Oui, ça c'est une belle blague aussi quand même. Ah Ils non, et attends, organisent tu sais, Coupe du Monde c'est le ensemble, alors pire. qu'ils veulent- Il y a une alliance de 4 pays européens. Attention, Grèce, Roumanie, Serbie, Bulgarie. Alors là, c'est de la Coupe du Monde. Là, mon Dieu, ça c'est le pays de foot. Non mais c'est n'importe quoi. Si on perd la notion de pays Après, ça hôte, m'attire n'importe même quoi. plus quand même que le Qatar. Hein. Ouais, le Pas Qatar, vous ça, cacher, c'est la le pire Qatar, des blagues. je La crois Coupe que du Monde en c'est hiver, merci. Ça, c'est vraiment la pire blague, ce le sera Qatar. Ça, c'est l'endroit le plus dégueulasse pour une Coupe du Monde. vraiment. J'espère qu'on va le découvrir justement que c'est la mauvaise idée, que ça se Non reproduira mais 48. J'espère. 48, c'est pareil, c'est un scandale. Et parce que quand il y avait 2 pays, moi je trouve ça sympa. Là t'es obligé pour les plus petits pays. Non mais 4 pays, mais c'est quoi 4 pays? C'est quoi, c'est une Coupe du Monde dans 4 pays? C'est n'importe quoi. Et le plus, c'est la Bulgarie, ouais, merci. Il faut voir si ça veut dire que ces 4 pays-là devront être qualifiés d'office. Ouais, bah bon, dans 48 équipes, bon, C'est ça, ouais, à ce moment-là. c'est moins dérangeant. Et puis, Et Le obligé prochain d'avoir Euro 4 se fait pays. partout en Europe au final. Ouais. Donc, je sais pas Ça, comment ça me dérange moins. Je sais pas comment ça se passera, mais du coup, il y aura des voyages, etc. Et déjà qu'une Coupe du Monde, c'est fatigant. Mais si en plus tu dois taper les ça voyages. laisse en Russie. Après, ouais, la Russie, La comme très très taille, grande. États-Unis, Canada, Ouais, pareil. Faire, ça va être faire Belgrade, Sofia, je suis pas convaincu que ce soit plus long que de C'est faire Moscou, jusque je sais pas où en Sibérie. Sochi. Ouais, Moscou, Sochi, à mon avis, c'est peut-être plus long. Moi, c'est pas ça qui me choque. Aucune idée. 48 équipes, non mais c'est quoi ce truc? En plus, on aura des poules de 3, et ça va être comme à l'Euro, où il y a des équipes qui vont arrêter, et qui vont faire je vais continuer à m'entraîner, mais je vais peut-être me qualifier, peut-être que je vais être éliminé. Ils s'entraînent pendant 3 jours, et après, on leur dit ah maintenant vous pouvez rentrer chez vous. Ouais, Ça me pète les... Voilà. Voilà. Je vais essayer d'être un petit peu sérieux tout de même. On va parler dans quelques instants des Football Leaks avec Nathan. A tout de suite après Evanescence. Tout ce qui a buzzé sur la toile, c'est tout de suite dans On s'en fout. Oui, donc voilà, comme tu l'as dit, je vais parler des Football Leaks. Je vais faire une petite piqûre de rappel. Les Football Leaks, donc, ce sont des dossiers, informations, des milliers de dossiers pour commencer qui sont sortis en 2016, qui visaient certaines grandes stars du ballon rond telles que Cristiano Ronaldo, qui auraient fraudé le fisc en détournant pas moins de 150 millions d'euros. Bon, ça va. Mais ici, Qui ne le fait pas. Franchement. je vais vous parler du 2 novembre 2018, qui tel une bombe dans le monde du foot. Donc des dossiers qui sont sortis, ce ne sont plus spécifiquement des joueurs qui sont visés, mais bien des dirigeants de clubs, des agents et même des arbitres. On a pu le voir dans notre championnat à nous. Alors des affaires de plusieurs journaux. Je répète, que plusieurs journaux ont sorti, notamment Mediapart, quelques affaires à citer, et la seule positive, celle d'Ngolo Kanté, qui refuse, malgré les pressions de Chelsea, d'échapper aux impôts payés par le biais de sa société créée à Jersey, avec l'aide et, on peut le dire, l'opportunisme de son agent. Chelsea aujourd'hui devrait 2 millions d'euros aux joueurs qui, par ce fait, a refusé de toucher ses droits d'image pendant plus ou moins 18 mois. Alors les clubs visés comme Manchester City et le PSG, mais aussi des clubs russes, auraient détourné en fait les règles du fair play financier par le biais de leurs sponsors, qui sont en réalité pas vraiment leurs sponsors, puisque c'est pas des sponsors traditionnels. C'est pas vrai. Le PSG aurait triché? Non. Mais non, tu racontes des bobards. Des sponsors donc qui seraient intimement liés avec les actionnaires du club, le PSG notamment, le Qatar, Abu Dhabi pour Manchester City ou Gazprom pour le Zénith Saint-Pétersbourg par exemple. En réalité, qu'ont-ils fait ? Eh bien, ils ont agi comme des sponsors traditionnels tels que Nike ou Fly Emirates, en s'alignant avec des contrats prix valeur marché, mais par ces contrats subterfuges, par exemple le PSG en a profité pour introduire pas moins de 1,8 milliard d'euros dans le club, ce qui fait du PSG un des clubs les plus riches d'Europe et du monde, qui peut s'acheter les meilleurs joueurs et ainsi de suite. Manchester City, c'est 2,5 milliards d'euros. Lié à ces affaires, Infantino, à la tête de la FIFA, lui qui avait promis de punir sévèrement ce qu'il appelait dopage financier, a couvert les fraudes du PSG avec l'aide notamment de Michel Platini. Alors, si Michel Platini aurait triché? Non. Pas lui quand même. Si on ne peut pas parler de délit pénal, on peut parler de fraude. Parce qu'on le sait, le monde du foot fonctionne avec sa propre justice et les règlements propres au monde du foot, qui sont ceux de la FIFA et de l'UEFA. Et pour le coup, là, ces règlements-là ont été bafoués.
par ces clubs. Alors dans cette situation, ce qui est regrettable, c'est que Platini et son ancien adjoint Infantino, aujourd'hui à la tête du football mondial, ce sont eux-mêmes qui ont créé ces règles du fair play financier, mais au lieu de les faire respecter, trichent et cèdent à la tentation pour cacher les fraudes des plus grandes écuries européennes à leur avantage. À ces affaires s'ajoutent du côté du PSG encore eux les révélations. Le PSG, ouais. Les révélations sur la présence de fiches ethniques dans le recrutement des jeunes joueurs pour leur centre de formation. Le PSG est cité majoritairement, mais le recrutement illégal de joueurs mineurs touche aussi d'autres clubs comme l'AS Monaco, Chelsea dans le recrutement de Bertrand Traoré notamment, mais aussi Manchester City et j'en passe. Alors, il y a quelques semaines de ça, dans le tragique accident à Leicester, le monde du foot nous montrait le côté humain et qui pouvait avoir dans ce milieu. Malheureusement, ces affaires viennent révéler une bien triste réalité qui est celle d'un système qui protège les gros et qui écrase les petits, et l'argent qui prend plus de place que le foot au final. Une triste réalité donc, affaire à suivre et qui probablement ne donneront pas de suite, puisque comme je le disais plus haut, la justice traditionnelle pour les affaires de fraude ne pourront pas intervenir, et le jugement, s'il y en a un, aura lieu dans les bureaux de l'UEFA en Suisse. Merci Nathan, et donc si aussi vous avez envie de vous pendre en écoutant tout ça, ne vous inquiétez pas, on va parler de sport évidemment. Les réactions sur les Football League, Nathan, tu étais surpris de voir toutes ces affaires un peu sortir? Oui, très surpris, je savais pas que l'argent prenait autant de place et qu'il y avait tellement de gens qui se faisaient corrompre. Oh là là. Non, ouais, on ne sent pas du tout le sarcasme. C'est vraiment, c'est triste d'avoir que l'argent prenne autant de place, alors que l'important là-dedans c'est le sport, et c'est vraiment dommage, mais malheureusement on sait pas. Enfin, je pense que ça changera pas, et voilà, c'est triste. Le pire, c'est de voir Ça allait trop loin Infantino. pour revenir en arrière. Oui, c'est ça. Et surtout des clubs, les plus petits clubs, donc qui eux sont pénalisés, comme en France, les clubs comme Lyon, Marseille, etc. Alors qu'ils ne veulent pas porter plainte, parce qu'ils se sentent bien dans ce système qui, au final, personne n'a envie de chambouler. Non, mais ce système, tous les clubs, les petits clubs plus petits, mais Lyon, Marseille, tout ça, mais c'est pas la même échelle, mais touche aussi. C'est-à-dire que les magouilles, il y en a vraiment dans tous les clubs, à toutes les bien échelles. sûr. Mais ceux qui sont pénalisés, et d'ailleurs Mediapart le disent, par exemple, il y a un club roumain il y a quelques années qui a été suspendu de Coupe d'Europe pour avoir fraudé 100 000 euros. Seulement, oui, voilà. Seulement. Alors que le PSG, là, c'est une fraude de milliards d'euros et n'est pas sorti des compétitions européennes. Michel Platini donne comme raison, c'est le business et il faut garder l'enjeu et garder les grands clubs européens dans les compétitions. Et là aussi, il y en a qui espèrent encore voir le PSG exclu des compétitions. Ça risque sûrement pas d'arriver, parce non, sûrement pas. À tout moment, il y a une exclusion. Ils peuvent s'attaquer au fair play financier pour. Oui, parce que du coup, tout le monde en profite. Parce que le fair play financier ne suit pas vraiment les règles officielles de la Commission européenne, et donc il est probable que si un club attaque l'UEFA là-dessus et que la Commission européenne dise ce système n'est pas viable et qui tombe totalement, ce qui donnerait encore plus de liberté au PSG. La bulle des transferts, elle exploserait. Et donc personne en fait n'a intérêt. Donc le PSG peut frauder en disant ça va, on n'exagère pas trop, parce que si le fair play financier explose, là ils feront vraiment tout ce qu'ils veulent. Mais en plus, quand vous avez les dirigeants, donc vraiment ceux qui sont à la tête de l'UEFA, qui donnent leur tampon pour que ces clubs comme ça fraudent et en ont pleine conscience, personne ne pourra protester. Merci Nathan, on va passer au quiz. Ça fait très longtemps que j'attendais ce grand duel. Le retour du duel Chloé-Nathan, c'est tout de suite. Les grands champions. Jouez avec l'équipe d'On s'en fout pendant le quiz du lundi. Axel Witsel a dépassé les 100 sélections en équipe nationale, et donc on va voir un peu, si vous savez, qui sont les grands joueurs à avoir le plus de sélections. J'ai pris les joueurs qui ont au moins 50 sélections en équipe nationale. Oscar, je suis désolé, tu auras peut-être un peu plus de mal. C'est la sélection belge. Promis, un jour on fera la sélection française. Promis. Et je te laisse l'honneur de commencer. Je suis surpris, mais à ce moment-là, je vais. Donc on a dit au moins 50 sélections. Au moins 50 sélections. On va commencer avec Eden Hazard. Oui. Alors moi je vais aller dans les vieux. Paul Van Imst. Oui. Je sais pas pourquoi tu vas dans les vieux. Comme ça, le plus dur est fait. D'accord. Chloé. Merci.
Vertonghen. Elle va vraiment chercher loin. Bah, Witzel, du coup. Oh là là. Qu'est-ce que c'était dire? Thibaut Courtois. Oui. Compagnie. Oh, il est là, mais voilà. C'est bon. Keulemans. Keulemans, évidemment. J'ai cru que t'avais dit Alderweireld, Tillmans. j'imagine qu'il y est. Où est-ce qu'il est, Toby? Et s'il est pas, c'est déjà Non, dur. il est... Ah bah oui, il est 6ème. Ouf. Lukaku. Je l'avais vu. Ouais, c'est bon. Sonk. Ouais, c'est le 5. Oui, c'est bon. 55, hein, attention, ça devient plus chaud. Wilmot. Où est-ce qu'il est, Marc? Où est-ce qu'il est, Willy? Je cherche. Voilà, c'est bon. Soit 70 hein, quand même pour Wilmot. De Bruyne. Il Ouais. y a sûrement. Hein. 68. Je vais tenter Simon. Laurent Simon. Ouais, non. C'est une élimination malheureusement. Eh oui. Tu avais gagné le quiz la semaine passée, enfin il y a 3 semaines. Ouf, je serais pas dernier. Je suis désolé. C'est normal. Parce que c'est souvent le cas Nathan avec moi. n'est pas dernier. Mais franchement, si On j'avais peut une... respirer là. si j'avais une régie, je lancerais un jingle de soirée. Mais je crois que c'est même la première fois que je suis pas dernier. Franchement, c'est possible parce que les deux autres ne se rendent pas compte de l'année passée. Ah Mais oui, il non, y avait l'année un duel dernière, au sommet entre les deux. Parce que moi j'étais de l'autre côté de la table et j'ai une concurrence extrêmement difficile. Bah, du coup, j'ai commencé à organiser le quiz l'année Le quiz, dernière voilà. pour Et éviter c'était de pas tout perdre. le temps hein, quand même, Ouais. je tiens à le préciser. Non. Il y a Parce des que fois on normalement, était c'est- vraiment à la ramasse, mais il y a d'autres fois Voilà. Non, on c'est vrai tenait, aussi. on Parce tenait que- quand même un peu Mais j'essaie de tête. prendre des trucs un peu plus récents. Historiquement, parfois. c'est l'animateur qui le fait, mais il était tellement mauvais que c'est lui qui l'a commencé à faire pour qu'il y ait un peu d'émission. Et comme ça, celui qui était à ma place l'année passée, Jérôme, pouvait s'amuser un petit peu parce que c'était pas très drôle. Bref, Exactement. Nathan. Daniel Van Buiten. Bien sûr, dans Ouais. le Buiten. Oui. Enzo Schifo. Oui, Est-ce que Vermaelen, il les a? bien sûr, Thomas. Yes. 71. Il y a encore plusieurs joueurs en activité. Hein. Mhm. Il y a quand même pas mal. Bien 5-6 là. Encore en activité. Ouais. Ah ben Fellaini, on a déjà dit. Bien sûr, Marwan Fellaini. 1, attention, 2. Il y a 4 joueurs encore en activité. Il y en a d'autres, franchement, facile. On a déjà dit Timmy Simmons. Non, Timmy Simon, c'est bon, évidemment. Le petit Mertens. Drisk, évidemment, Driss, c'est bon. Fallait pas l'oublier. Avec 79. Alors. Mpenza. Lequel? Ils sont pas là tous les deux? Bah, dis-moi, peut-être, mais dis-moi. Émile, je sais pas. Émile, c'est bon. Ok. Essaye l'autre du coup. Il va tenter l'autre. Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, Ah, c'est j'allais le très dire. très Je bon, l'avais. ça, évidemment. 82 sélections, Moussa Dembélé. Il en reste qui sont encore en activité? Il en reste. Il y a encore 2 joueurs en activité. Je ne dis pas qu'ils étaient dans la liste là, mais il y a 2 joueurs en activité. C'est pas le plus facile. Ah, il y en a. Et plus un Diable Rouge encore. Un qui était sélectionné cette fois-ci. Celui-là, vraiment, j'étais surpris qu'il en ait autant. Ouf. Mignola, il a fait les 50? Non. Non. Aïe. Nathan. T'as un statut à défendre et là. Mais justement, Ouais. je défends mon statut Voilà, d'être c'est mauvais. très bien. Je suis mauvais. Allez. L'autre Nathan. Le nouveau Nathan. Je vais tenter l'autre, on sait jamais. J'ai oublié ce prénom d'ailleurs. Mbo Mpenza. Mbo Mbeza, c'est très bon. Ah, j'aurais dû bien dire sûr. celui-là. J'aurais dû le tenter. Pourquoi tu l'as pas tenté toi Predom, évidemment, c'est bon. Oh, Tu vois qu'il y a des faciles. Silvio Proto. Tu le veux Proto, mais jamais. Non. Mais non, pas du tout. Il a à peine joué en équipe nationale, il voulait pas être numéro 3 à l'époque. Je sais même pas s'il a 10 matchs. Bon. Chloé. Allez. est-ce Hey, que- attention, je sais- c'est dans attends, ton j'ai main. vraiment un doute, en C'est fait. la victoire. Qu'est-ce qu'on l'a dit Attention. Suspense. Est-ce qu'on a dit Bartgo? C'est une victoire de Chloé. Attention. ben. Bartgo, évidemment, 78 sélections. Qui y avait encore Steven Defour.
Ah, mais oui. 52 sélections. Chadli, 54. Ah ouais Oui, Chadli. Kevin Miralas, 60. Il y avait encore De Grace, Verkotteren, Pfaff. C'est dur de se rendre compte de tous ceux qu'on a oubliés. Grune. En fait, le truc, c'est que parfois, on se focalise juste sur une époque, Oui. et puis après, tu Exactement. oublies tous les joueurs qui étaient genre d'autres. Van der quelques années Eycken, avant. Luc Nielis, J'ai sorti Silvio Proto. Van Moor. J'allais dire aussi, lui. Allez, franchement. Bon, allez. Allez, ça fait 2 points pour Chloé, c'est pas mal. Et c'est quand même. T'es déjà à 2 points. Bah, franchement, Il y a de l'amélioration. vous étiez 4, le duel était assez loin, donc allez, 2 points, c'est cadeau, emballé, c'est pesé. Merci. Voilà. C'est peut-être la seule fois que ça arrivera. Voilà, donc, il faut un peu, tu vois, l'aider pour qu'elle remonte au classement et tout. Genre, si moi je gagne une fois, j'en ai 5 direct, quoi. Ouais, c'est probable, mais déjà il faudrait que tu fies. Mais c'est ça. Ouais. Et puis il faudrait que je gagne. Ah Ce oui, qui rajoute ça, encore une ça, difficulté. c'est vraiment une difficulté. Franchement, je pense qu'on te donne 10 points directement. Parce que tu perds des points chaque fois que tu ne viens pas, parce que tu fais pas les pronos, tout ça et tout, donc. Ah, Et puis, du coup- oui, on n'a pas dit, attention, l'Allemagne mène 2-0 Oui. face aux Pays-Bas avec un but de Leroy Sané. Il reste un quart d'heure avant la pause. Bon, ce ça va, on est confiant là. On est très confiant. Ça Oui, va mais passer. On n'a pas peur d'un retournement de situation, un 2-2. Pas de retour, pas en Allemagne. Non. Pas ça avec va. Lao. Un petit 5-2 à la fin. C'est Neuer dans les cas. À l'heure du centenaire, cette amitié franco-allemande est Et plus importante que soudé. jamais. On se retrouve dans quelques instants où on va parler du Ballon d'Or. On s'en fout tous les lundis de 20h à 22h sur Air Live. Et on va parler du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or qui sera remis dans 2 semaines exactement, le 3 décembre. Les votes ont été clôturés il y a une dizaine de jours. J'ai vos résultats, vous m'avez chacun envoyé. Pourquoi je veux recevoir Chloé m'a envoyé un message, qu'est-ce que c'est? Ah ben non, c'est pas toi. Ah non. Ok, Non, c'est je ne une suis pas connerie. responsable de... Ouais, elle n'est pas très professionnelle pendant l'émission. Elle discute Mais sur comment Internet. Mais c'est pour avoir parfois des informations croustillantes à Ah, partager. D'accord, c'est très bien. Plus sérieusement, donc chacun m'a envoyé son pronostic. J'ai fait un petit classement qui va être sympathique. Donc on va voir ça tout de suite. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite sur On s'en fout. Et sans grande surprise, le premier, donc je vais vous dire un peu le classement. Modric, 28 points. Le principe, c'est que chaque journaliste vote pour 5 personnes et accorde 6, 4, 3, 2 et 1 point. On a pris le système utilisé par France Football. Donc, Modric, 28. Attends, désolé, je te coupe, mais c'est le classement donc du Ballon d'Or comme... Que nous on a fait. Oui, nous, mais on non, a je veux fait. dire, pas comme nous on préfère, Oui, mais oui, comme oui. on pense Comme on que ça va pense, arriver. attention. Comme on pense, Comme oui. on pense. Attention. C'est très change important. Il y a beaucoup. une nuance. Oui, évidemment. Donc Modric 28, Ronaldo 16, Mbappé 3ème avec 13 points. Suivent Varane 8, Messi 6, 5 pour Griezmann et 4 pour Hazard. Donc derrière ce trio de tête, c'est très serré. Il y a quelque chose qui m'a intrigué, c'est que les deux Nathan ne sont pas du tout d'accord sur un point. Kylian Mbappé, il y en a un qui pense qu'il va être Ballon d'Or et l'autre qui pense qu'il ne sera même pas dans le top 5. Donc j'aimerais avoir votre avis sur Kylian Mbappé. Il y en a un qui me regarde avec des yeux comme Je ça. me rappelle plus si c'est moi qui l'ai pas mis. Alors, C'est toi qui l'as mis normalement. Non, toi tu l'as mis premier. Moi je l'ai pas Ok. mis. Et l'ancien Nathan ne l'a pas mis dans le top 5. Pourquoi Mbappé Ballon d'Or? Parce que tu es le seul, tout le monde d'autre, tous les autres mettent Modric. Modric. Pourquoi? Champion du monde. Champion avec Paris. Que dire de plus? Déjà ça. C'est un début. L'âge qu'il a, l'apport, la saison qu'il fait, même si Neymar et Cavani sont là, il est quand même présent avec. Quel âge il a exactement? 18 ou 19? 19. 20 ans dans quelques jours. Il porte. Non, c'est moins. Il a mon âge et il porte l'équipe de France championne du monde comme les mains dans les poches, quoi. Et pour moi ça c'est Ballon d'Or. Mais est-ce que le fait qu'il n'a pas été bon en Ligue des Champions, parce que le PSG ne l'a pas été, c'est pas que sa faute, que ce soit l'année passée ou cette année, dans les matchs qui comptaient quand même énormément, et que l'équipe de France, il y a lui, mais il y en a d'autres, dont on parlera après, Griezmann, Varane, voire d'autres. Est-ce que ça peut pas lui poser préjudice, alors que Modric, la Croatie, tous ceux qui veulent voter pour un Croate, ils votent Modric. Je dirais que c'est un peu égal pour le coup, parce que Modric a été finaliste mais a gagné la Champions League avec le Real. Certes, il est pas tout seul avec la Croatie non plus, hein, mais Oui, bien sûr. bon, c'est lui un peu le chef d'orchestre.
Kylian Mbappé gagne certes pas et est pas bon en Champions League, mais quand même, gagner la Coupe du Monde, c'est plus gros que gagner la Champions League pour moi. Et il est quand même champion avec. Chloé n'a pas l'air totalement d'accord. Elle fait des gestes. Oh là là, je suis pas d'accord. Selon moi, ça a plus de prestige de gagner. Et tous les joueurs rêvent de gagner une Coupe du Monde plus que gagner une Ligue des Champions. Après, voilà. Et en plus de ça, il a été champion avec Paris en France. Ça, je suis pas logiquement, sûr que... et je suis pas sûr que ça compte ça, réellement. Ça compte déjà beaucoup mais moins. Mais ça compte quand même. S'il n'avait pas été champion, là, j'aurais dit ok. Exactement. Même Jérôme nous dit, est-ce que c'est vraiment un argument d'être champion avec Paris? Attention, parce que c'est l'ancien boss, donc il faut que tu le respectes. Il faut le respecter. Attention. Une réponse tout de suite de Nathan à Jérôme. Enfin, j'ai envie de dire oui, parce que même si c'est simple, il faut qu'il soit champion. S'il n'avait pas été champion, on aurait pu dire Mbappé, il est même pas dans la discussion parce qu'il n'a pas été champion. Là, c'est logique. Il est champion. Je pense qu'il est quand même dans la discussion sans être champion. C'est par rapport à son jeu, à son apport dans l'équipe, ouais, c'est ça. Et son âge. Après, là, je sais pas si c'est ce que tu penses ou si c'est ce que tu penses que les journalistes vont voter. C'est ce que je pense et ce que je pense que les journalistes vont voter. Parce que clairement, moi, je vois pas un panel de journalistes voter pour un mec de 19 ans. C'est aussi pour ça que il y a Modric, il y a Ronaldo, il y a son Messi. âge, enfin je l'avais dit la semaine passée. Non mais son âge n'influe pas, mais c'est-à-dire qu'il mériterait de l'avoir peut-être l'année prochaine à 20 ans, mais à 19 ans on a vu ça, Pelé, je sais pas quel âge non mais Pelé n'avait pas de ballon d'or tout simplement. Non. Et le plus jeune c'était Owens, je crois qu'il avait 20 ans. Ouais. L'attribuer trop tôt par rapport à sa carrière ce serait pas bénéfique. Pour la suite et moi quand je vois son début de saison il fait des étincelles en Ligue 1. Dans l'histoire du foot, quel joueur de cet âge-là fait ce qu'il fait lui? Messi, Ronaldo n'ont pas gagné. Moi, je suis fan de Mbappé, mais ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Mais à cet âge-là, tu regardes le niveau de jeu, c'était un impact, c'était à peu près similaire. Après voilà, là je te parle de deux joueurs qui sont deux légendes du foot. Mais qui aujourd'hui ne pèsent plus pèsent plus vraiment dans les discussions. Je suis d'accord, mais pour le gagner. C'est vrai. Mais un joueur, c'est-à-dire que si tu lui donnes le Ballon d'or à 19, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore s'il va devenir un grand joueur sur le long terme. Mais il aura le Ballon d'or à 19 ans et derrière, qui sait qui va pas s'écrouler. Comme le fait qu'on ne regarde pas les années précédentes. Je pense pas qu'on regarde non plus les années d'après. C'est-à-dire que Owen a eu le Ballon d'or, je sais plus. Il a 20 ans, c'est ça. Ouais. Avant d'aller au Real de Madrid. Bon, au Real de Madrid, c'était pas. Il gagne la Ligue Europa cette année-là. Il n'a pas de grands titres. Ouais, voilà, c'est pas ouf. Mais donc on n'a pas jugé à ce moment-là, quand tu lui as attribué le Ballon d'or, si ça allait être un grand joueur dans le futur. Quoi. On lui a donné sur le moment parce que sur le moment c'était un jeune. Oui, et peut-être que cette année-là, il n'y avait pas non plus une énorme concurrence. Là, cette fois-ci, il y a Varane en équipe de France et Griezmann qui font que les journalistes vont se diviser entre ces trois joueurs. Il y a Modric qui fait une saison monstrueuse et qui le mérite autant. Messi, Ronaldo, en fait, on sait que c'est les meilleurs joueurs, mais bon, si c'est comme le parallèle avec LeBron James en NBA, il n'a pas tous les ans le MVP, mais ça reste le meilleur joueur chaque année. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un truc qui rentre en compte aussi, c'est qu'au-delà du fait qu'il a 19 ans et tout, moi je pense que les gens se disent pas il a 19 ans, on peut pas lui donner. Moi je me dis que même si les années d'avant ne comptent pas, si l'année prochaine il y a un gars, il est inconnu au bataillon et il fait une année énorme, ils vont jamais lui donner le Ballon d'or direct. Ils vont le dire, on va le mettre haut. Alors que Mbappé, c'est que c'est sa deuxième année seulement. Il était deux fois champion. Deux fois champion, d'accord. Mais tu vois, Modric, petit à petit, d'année en année, il grimpe. Il était dans le top 5 l'année passée, 4ème si je me souviens bien. Donc c'est un peu l'étape d'après. Enfin, c'est la logique. Moi, je comprends le raisonnement, mais en soi, on juge sur l'année. Oui, mais moi, je pense que ça influence les gens d'office. Oui, ça c'est sûr, ça influence, mais au final, si Salah avait continué comme ça, l'année. Si Salah avait continué comme ça, les gens n'auraient pas donné à Salah parce qu'il est arrivé comme ça d'un coup. Non, il était. Non, moi je suis contre. S'il gagne la Ligue des Champions. Et s'il fait une bonne Coupe du Monde avec l'Égypte. Oui, mais ça, c'est autre chose. Bon. Et s'il avait continué en championnat, parce que le début de saison était plutôt moyen, donc les gens retiennent ça. S'il avait continué à carburer, moi je suis sûr que même sur le podium, il n'aurait jamais été, parce qu'il arrive comme ça, il y a un an, personne ne savait qui était ça là, les gens disaient oui, bon, il est pas mal, à la Roma, tout ça. Oui, non, d'accord, les gens, évidemment, les spécialistes le connaissaient. Mais c'est ce que je disais à Oscar, quand même, quand on me disait c'est facile de donner l'argument qu'il est champion avec le PSG, mais il est champion avec Monaco l'année d'avant. Et non, mais clairement, du PSG, et puis il va au PSG et il est champion. Donc bon, ça en pèse. Soi, objectivement, enfin tous les joueurs qu'on mentionne, en fait, c'est là où c'est dur cette année. Tous, s'ils ont le Ballon d'or, c'est pas une grande surprise. Ils le méritent.
Mais Mbappé, si c'est sur l'année, on va prendre le début d'année où il a des suspensions, il perd à peu près 3 semaines de compétition, c'est rien. Mais ces matchs de Ligue des Champions, il n'était pas là. En Ligue des Champions, il est absent clairement contre le Real. Et derrière, bon, il fait la Coupe du Monde, elle est grandiose, il le mérite. Mais tout de suite à la rentrée, moi, c'est là où il aurait pu justement marquer des points et mettre justement le Ballon d'or. Avec lui, c'était la double confrontation avec Naples et le match contre Liverpool. Il a de la chance, c'est que par rapport à ses autres concurrents, les autres n'ont pas de gros matchs à prouver. Là, c'est comme s'il avait des 16e de finale à l'avance en Ligue des Champions. Et sur tous ces matchs, bon, il marque contre Liverpool, mais derrière, c'est lui qui amène le but, qui perd le ballon, qui amène le but. Et contre Naples, les 2 matchs, il se fait manger par Koulibaly et par l'équipe tout entière. Donc là-dessus, il n'a pas marqué de points, il y a juste la Coupe du Monde. À ce titre-là, il y a Iniesta qui gagne la Coupe du Monde en 2010, qui l'a pas. En 2006, on a Cannavaro, donc il le mérite. Mais 2014, pareil. 2014, il n'y a pas un Allemand qui sortait du lot et ça s'est payé cash. Parce qu'après la Coupe du Monde, à l'étranger, on parlait évidemment beaucoup de Mbappé, mais le fait qu'il y ait d'autres Français, il y a une propagande franco-française autour de Varane. Parce que les gens se disent... Je vais pas choisir entre les 2 stars devant, je me protège un peu, je vais voter Varane. Platini l'a fait, d'autres l'ont fait aussi. Moi j'y crois pas, Varane. Non, moi j'y crois pas. Mais surtout dans cette époque-ci, le dernier c'est Cannavaro et je sais pas ça fait combien de temps, et encore plus dans cette époque. Il a le doublé. Donc, moi j'y crois pas. Moi je l'ai mis, je l'ai même pas mis dans les 5. Alors que Oscar et Nathan le voient tous les deux deuxième. Les autres, on l'a pas mis du tout. À l'heure d'aujourd'hui, un défenseur Ballon d'Or. J'y crois pas. Et franchement, ce serait bien. C'est dommage, mais ça n'arrivera pas. J'y crois pas. Un gardien encore moins, mais un défenseur. Et encore une fois, c'est que s'il est élu, il le méritera. Mais cette année, je l'avais dit la dernière fois, c'est là où on va avoir le plus de débats. Bah tiens, lui le mérité, lui le mérité, lui. Comme avant, quoi. Moi, j'aimerais quand même dire que le Ballon d'Or, c'est un trophée individuel et que gagner une Coupe du Monde, gagner la Ligue des Champions, ça contribue énormément, mais c'est pas une raison primordiale pour donner le Ballon d'Or à un Français ou, enfin ici vu que c'est la France qui a gagné, on l'a déjà dit la dernière fois dans l'émission, mais en 2010 c'est pas un Espagnol qui a gagné le Ballon d'Or, en 2014 c'est pas l'Allemagne c'est pas un Allemand qui a gagné le Ballon d'Or. Et ici le débat est, je sais pas, on force sur les Français. Je comprends ce que tu dis. C'est quand même des Français de renom, enfin c'est pas non plus des Français qui méritent. Ah mais oui, mais je dis pas qu'ils méritent pas, mais voilà. je veux, je rentre dans le débat. Voilà, je considère pas que ça doit être une raison, une obligation parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Ça doit être un Français. Il y a des Français qui méritent. Un joueur qui a brillé en Coupe du Monde, au moins une année de Coupe du Monde, je trouve, doit l'avoir. Et là, en l'occurrence, Modric, je sais pas, c'est une distinction sur son année. Il le mérite pas plus que les autres, mais il le mérite autant. Et par rapport au jeu qu'il crée, moi je trouve par rapport à l'élégance qu'il amène dans le jeu, l'exemple qu'il donne, mais tout le fait ce que je dis, ça marche aussi pour tous les autres joueurs. Clairement. Moi j'allais te dire, si tu me sors cet argument-là, alors Hazard il l'a aussi. Donc voilà, donc à partir de là, on va aussi pencher sur le palmarès. Et là, il gagne la Ligue des Champions pour la 3e fois de suite, pour la 4e fois. Mais on parle pas des années d'avant. Non, mais et il fait finale de Ronaldo avec la Croatie. C'est pas grâce à Modric qui gagne la Ligue des Champions non plus. Non, mais t'enlèves Modric, je sais pas si. C'est pour ça qu'Hazard ne l'aura pas. C'est pareil. C'est-à-dire que bien sûr, chaque équipe gagne collectivement. Donc on peut pas dire c'est grâce à. Tu parles de Ronaldo, alors on va parler de Ronaldo. Est-ce qu'il peut pas l'avoir? Parce que moi je pense qu'il y a en fait eu un sorte de sentiment post-Coupe du Monde où on s'est dit enfin cette année, parce que après la Coupe du Monde tout le monde a dit ok c'est plié, ça va être Modric ou un Français, point barre. Et Ronaldo, début de saison, il en a un qui quand même il est 3e meilleur buteur, 3e meilleur passeur, il est là aussi en Ligue des Champions et tout ça. Moi, je pense que les gens sous-estiment très, très, très rapidement Ronaldo, qui a quand même une aura incroyable. Et dans certains pays, il faut quand même rappeler, c'est pas que les Européens qui voient tous les matchs et tout, c'est aussi au Botswana, où on voit que 3 matchs sur l'année, et il y a les images qui restent. Et Ronaldo, de par tout ce qu'il a fait tout au long de l'année, il a eu aucun creux. Il a pas la Coupe du Monde, le 3-3. La finale de Ligue des Champions, peut-être. Franchement, s'il y a... Oui, d'accord. Mais les gens retiennent de la Ligue des Champions. Ils vont retenir juste 1 ou 2 images, ils vont dire il a fait une bonne Coupe du Monde. Meilleur buteur, le triplé à la Juve, ils ont retenu ça leur suffit. Je dis pas qu'ils ont raison, mais ça leur suffit. La Coupe du Monde, personne ne dit qu'il a été mauvais. Il a mis 3 buts contre l'Espagne tout seul. Et après, ok, ils sont sortis, mais bon, il n'allait pas non plus être champion du monde tout seul. Il a, sur toute l'année, contrairement à tous les autres, il a aucun trou.
Ouais, non, je suis d'accord aussi. Ouais, c'est vrai aussi. Le débat a été relancé parce qu'à cause de cet effet de Coupe du Monde et du fait qu'il y avait peut-être plus de concurrence à Messi et Ronaldo cette année, mais ils sont toujours là, quoi. C'est pas parce que moi, je pense que les deux favoris, parce que non, c'était plutôt Modric, Mbappé, voire Griezmann. Mais vu que les trois ont un début de saison plus poussif, et ben ça relance. Pour ça relancer Messi jusqu'à sa blessure, parce qu'il a meilleure course, et ça relance automatiquement Ronaldo qui était pas très loin et qui maintenant se rapproche vraiment. Et j'ai vraiment fort hésité à le mettre premier parce que moi je pense que même s'il y a une pseudo-propagande justement pour dire enfin pitié quelqu'un d'autre et tout, moi je pense qu'il peut totalement l'avoir parce que Modric crée moins ce sentiment de magie que Ronaldo a. Il n'y a pas les buts, mais surtout Ronaldo, pour la plupart des journalistes qui hésitaient, peut-être qu'il a convaincu certains qui hésitaient à voter pour lui, mais sur l'ensemble des journalistes, le sentiment général c'est qu'il sera pas premier et peut-être même pas sur le podium. C'est-à-dire que là-dessus, moi je pense que clairement l'effet Coupe du Monde, ça fait justement, on dit que chaque année il y en a ceux qui gagnent la Coupe du Monde n'ont pas le Ballon d'Or, mais justement pour beaucoup c'est critiqué, donc cette fois-ci il y en a beaucoup qui vont voter pour des Français, et je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais qui vont voter pour des Français parce que c'est une année de Coupe du Monde et parce qu'il faudrait peut-être enfin en élire un. Et Modric pareil qui a brillé dans la Coupe du Monde, là ça va peser plus que les autres. En fait il y a beaucoup on va avoir un Croate ou un Français. Il y a beaucoup je trouve de propagande et de contre-propagande. Ceux qui disent il faut justement finir avec Ronaldo, Messi, et ceux qui disent pourquoi on serait obligé. Ceux qui disent il faut d'office un Français, et d'autres pourquoi il faut d'office un Français. Et donc au final, moi je pense que c'est très difficile de dire c'est sûr ça va être lui. Moi je pense que par rapport à l'année passée où Ronaldo a gagné avec des centaines de points d'avance, vraiment de très loin. Là il y avait pas de cette année ça va être très 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 serré. Ça va jouer sur ça peut se jouer sur même si là quand on voit juste nos trucs, Modric gagne facilement. Les votes seront plus répartis cette année, c'est juste. Là sur nos points à nous, Modric a 2 fois plus quasi que Ronaldo qui est deuxième. Mais moi je suis convaincu que ça va être très 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 serré et qu'après il y aura encore plus de débats parce qu'on va dire pourquoi il n'y a pas eu un tel plutôt qu'un tel. C'est là le problème parce qu'il ne devrait pas y avoir de débat, c'est-à-dire que c'est un trophée individuel qui prend de plus en plus de place dans leur carrière, mais bon finalement voilà, il y a des joueurs qui sont élus par les journalistes et à partir du moment où il y en a un qui est Ballon d'Or, il est Ballon d'Or et c'est comme ça. Tu pointais quelque chose de juste la fois passée, je pense pas que les journalistes voteront pour Ronaldo à cause de... Peut-être le seul point négatif qu'il a eu de toute sa saison, c'est les accusations qu'il a eues. Non, moi je crois pas. Il y a eu au niveau des journalistes. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais il y a eu la fraude fiscale. Il y a déjà trop longtemps. Il y a eu l'histoire de la fraude fiscale où lui et Messi ont tous les deux été prouvés coupables. Ils auraient dû, entre guillemets, faire de la prison. Ils n'ont jamais été pénalisés. Et là, il est présumé. Oui, on aura bien l'argent. Oui, il est présumé, il se défend. En plus, autour de lui, il y a un climat où que ce soit lui, la Juve, tout ça, sont quand même relativement satisfaits et sereins par rapport à la situation. Moi, je pense que ça ne jouera pas du tout. Si c'était le public, ça aurait eu beaucoup plus d'impact. Les journalistes, je pense pas qu'ils comptent là-dessus. À cette époque-là, il n'y avait aucune discussion. C'était soit Ronaldo, soit Messi. Donc, de toute façon... l'année où Ronaldo était retenu coupable, il a gagné le Ballon d'Or. Oui, parce qu'il y avait que... Oui, mais il aurait pu le donner à Messi. C'est quand même lui qui l'a gagné. Tu vois, et même, il y a eu des années... En 2014, c'est Neuer là, ou Buffon il y a 2 ans, personne n'aurait crié au scandale. Tout le monde aurait dit c'est bien, il y a un gardien et tout. C'est pas, évidemment, c'était sur les dernières années, il n'y a que eux deux. Mais il y a des années où ça n'aurait pas été scandaleux. 2010, ça aurait pu être Snyder, ça aurait pu être Iniesta. Il y a plusieurs années quand même. Faut pas penser que d'office c'était eux deux, il n'y a pas de débat. Oui, ils ont gagné tous les deux, mais ils n'ont pas non plus gagné tout le temps avec 15 000 points d'avance. Ça peut toujours été si évident que ça. On a fini, je pense, sur le Ballon d'Or. Les gens sont assez on a déjà débattu. Donc le résultat, ce sera dans 2 semaines. En plus, c'est pendant l'émission. Donc vous saurez tout en direct. En direct, ouais. Sur Air Live. C'est pas beau, ça. Le 3 décembre. Malheureusement, je ne connais pas l'heure, mais vous devrez être là. Le 3 décembre, c'est là que ça se passe. C'est sur Air Live. On se retrouve dans quelques minutes après Big Flo et Oli. On est de retour pour les 5 dernières minutes et on va parler de ce week-end, la Liga. Il y a un très très gros choc. Atlético Madrid, FC Barcelone. Je rappelle un peu le classement. Le Barça est premier, 24. Suivent Séville et l'Atlético justement 23. Le Real est plus loin, 6ème avec 20 points. Comment est-ce que vous le sentez, ce choc, Oscar ? Moi je pense que ça va être un gros match évidemment. Le Barça qui reste sur une défaite à domicile, 4-3 face au Betis, donc ils doivent très vite se reprendre. Il y a le retour de Messi aux affaires qui a planté un doublé. De l'autre côté, Atlético, ils sont en grande forme, ils viennent de battre Dortmund 2-0. Derrière, ils ont gagné la semaine dernière difficilement à la dernière minute contre Bilbao.
Donc ça s'annonce bien comme match à ce moment de l'année. C'est-à-dire que les équipes sont plutôt rodées, on a tout pour un grand match, même si on peut aussi avoir un Atlético qui verrouille tout et avoir un match de handball avec une grosse possession pour le Barça qui bute sur le mur madrilène. Est-ce que ça peut être enfin l'année de l'Atlético champion en fin d'année? Quelqu'un y croit ici? Non. Je pense pas. Non? Ça va être encore le Barça? Je pense. Ouais. Le Real, oui. Le Real cette année. L'Atlético pour l'instant ça pose sur des scores très réduits. Même quand ils ont été champions, c'était comme ça. Oui, mais là je sais pas, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait beaucoup de nuls. Ils ont souvent le 1-0 dernière 5 nuls en 12 matchs. Ouais. Mais seulement une seule défaite, c'est ça. Oui, bon, c'est le ça. Barça on avait 2 matchs. Bon. Et après le Real, c'est vrai qu'il faut quand même pas l'enterrer trop vite parce que s'ils se réveillent, ils peuvent quand même. Ils ont gagné leurs 2 Ils derniers savent matchs. toujours- Vu le sont rythme capables du de Barça, revenir. moi je pense que ça peut donner un bon thriller sur la fin. Ça avec peut, trois ça peut équipes. mettre du suspense. Un point exactement. là-dessus, Solari confirmé, choix logique. Logique, oui. Ouais. Je Ouais. trouve continuité. Je trouve, ouais. Ils veulent pas faire de vagues. Ah, j'entends du bruit déjà. Il y a des gens qui attendent 360 degrés qui sera là bientôt. C'est l'heure malheureusement de conclure notre émission. Est-ce que quelqu'un a un petit mot, une petite dédicace à faire? Nathan, On va pour quand même ton faire retour. une petite Allez. dédicace à Jérôme et Sylvain, Ah, les ouais. anciens qui nous écoutent, quand même, toujours important. Est-ce qu'ils nous écoutent toujours? Je ne sais pas, mais ils nous écoutent. Je pense. Bah, ils vont peut-être me confirmer ça dans 30 secondes. Ils n'ont pas aimé les commentaires ils sur écoutent, Mbappé. ils Ils écoutent, c'est très bien. Et Ouais, une les petite anciens. dédicace à mes parents qui m'écoutent à chaque fois. Oh, Enfin, c'est mon papa mignon. en tout cas. C'est mignon. Voilà. Chloé, Ouais, bah pareil, la famille, les amis, tout ça. tout ça, trop de flemme, elle en a trop, elle veut pas citer leur nom. Ouais, c'est ça. Nathan. Oh, rien. Non, ils s'en foutent, ils Si, s'en si, foutent totalement. allez, un bisou à Marwan Chamal À la toujours. team. Marwan Cham Un bisou à Marane et une dédicace à la RM et à nos potes qui nous écoutent. de France. De France, toujours. Waouh. Attention. L'Odima. Promis, Voilà. on parlera un jour vraiment de l'équipe de France. Sylvain qui m'envoie non, moi j'écoute pas. Ah, Du coup, il écoute. il est un petit peu cramé, Sylvain. Bon, ouais, j'embrasse Sylvain, Jérôme, toute l'équipe qui était là l'anniversaire avec moi. On s'en fout. Ma grand-mère qui m'écoute, qui aime beaucoup Chloé. Il y a de quoi. Hein. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, dès ce soir, je publierai le podcast sur SoundCloud et sur YouTube. C'est nouveau, il y a une chaîne YouTube. Allez vous abonner et suivez la page Facebook 11 s'en fout, c'est très important. D'ici là, je vous laisse avec l'équipe de 360 degrés. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Retrouvez On s'en fout tous les lundis de 20 à 22h sur Air Live.